Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme chaque semaine, on va passer l'actualité en revue. Nous passerons donc en revue tous ces événements. On va parler de meutes, d'émeutes et d'émotions, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Le premier expert, il cartonne et il cartoon l'actu dans la DH, la Libre et Soir Max, c'est Frédéric Dubus. Bonjour. Expert en tout, spécialiste en rien. Elle porte la parole de Testachat. Bonjour Julie Frère. Bonjour. Il roule pour Métro en tant que journaliste en tout cas. Bonjour Nicolas Nézy. Bonjour. Et elle anime un cercle de femmes où on fume le cigare. Bonjour Béa Ercolini. Bonjour, il s'appelle Béabi. On commence par les émeutes qui ont touché la capitale. Alors samedi soir, puis mercredi après-midi. Donc une semaine qui a fait monter le thermomètre de l'insécurité de plusieurs crans. Pillage, violence contre les policiers, et mise en cause de la gestion de la sécurité dans la capitale. Revenons à jeudi matin, place de la Monnaie, avec Sabine Ringelheim et Béatrice Broutou. Des vitres brisées tout le long de la façade. Le passage du Snapchatter Vargas 92 et de ses centaines de fans hier, place de la Monnaie, a laissé des traces bien visibles. Munpunt, la bibliothèque flamande, a été prise pour cible par les casseurs dès le début du rassemblement. Pendant une demi-heure, ils ont commencé à attaquer les gens qui voulaient calmer les esprits. Ils sont retournés contre notre bâtiment. Ils ont commencé à jeter des pierres, des panneaux de signalisation. Et ils ont cassé 6 à 7 vitres et une caméra. À l'intérieur du bâtiment, le personnel et le public gardent la tête froide. Rue des Fripiers, en revanche, certains sont pris de panique au moment où une foule de jeunes s'engouffre. Ces images ont été filmées par des commerçants avant de fermer boutique. Ce matin, dans son magasin, ce vendeur est toujours sous le choc. On a eu des dégâts, les cartes postales étaient dans la rue, les petites verres étaient tombées par terre et le volet aussi il était cassé. Ils ont cassé des vitrines, ils se sont introduits dans des magasins, ils ont renversé, ils ont cassé, ils ont créé un mouvement de peur en fait. Plus loin, la chocolaterie Galère est fermée ce matin, selon plusieurs témoins. Elle a été complètement saccagée. Et certains de s'interroger sur la présence des forces de l'ordre hier. Dans un premier temps, une poignée de policiers seulement pour faire face à quelques centaines de jeunes. C'est un choix qu'on fait. Je pense qu'on aurait eu le contraire également. Imaginons que nous déployons directement 200 policiers. Je suis convaincu qu'à un moment donné, ils auraient nous reproché que c'était la provocation du côté de la police. Donc c'est un choix qu'on avait fait. Donc dans un premier temps, c'était des collègues en civil, l'officier responsable pour le terrain, et ce n'est que dans un deuxième temps que nous mettons toutes nos forces visibles. En attendant, ce matin, la police est sur place pour faire le bilan des dégâts avec les commerçants. Alors avant d'écouter l'avis de tous nos experts, je voudrais montrer un dessin, parce que comme on a Frédéric Dubus sur le plateau, on va profiter de ces dessins pour montrer ce que lui a dessiné sur l'actualité. On commence par ce dessin qui est paru vendredi matin. Le sapin de Noël est arrivé Grand Place. Il est magnifique. Et alors, disent les touristes, ça donne presque envie de déclencher une émeute. Frédéric Dubus, c'est votre avis, ça, ou bien vous avez quelque chose d'un peu plus construit? Moi, je n'ai d'avis sur rien. Oui. Je me contente juste, comme d'habitude, de me mettre au balcon de l'hôtel de ville et de regarder ce qui se passe. Bon, voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà, c'est vrai qu'il y a des émeutes, on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, on appelle ça des émeutes, des échauffourées, allez savoir. C'est juste un clin d'œil, c'est pas une prise de position. Je ne déclencherai pas une émeute pour un sapin de Noël, je pense. Et sinon, ce qui s'est passé pendant la semaine, ça vous a laissé de marbre? Non, pas du tout, mais c'est un symptôme, quoi. C'est un symptôme de la région bruxelloise en général, de ce qui se passe. On gère ce genre de choses-là comme on gère les tunnels, c'est-à-dire un petit peu à la va comme je te pousse, quoi. Comment dire? On a l'impression que cette ville... Tout le monde s'essuie les pieds dessus, personne ne s'en occupe, qu'il y a 19 shérifs, 17 zones de police et tout le monde gère son... Oui, enfin, j'exagère, c'est mon métier, et que tout ça est encerclé par des Indiens qui tournent, hein, c'est les Flamands, et qui attendent que ça crève bien pour pouvoir acheter la ville au rabais. Mais comment voulez-vous gérer ce genre de problème-là convenablement quand on n'arrive déjà pas à gérer les problèmes de stationnement? Je ne dis même pas de les régler, mais simplement de les gérer. Si on a 2 minutes, je vous raconte une anecdote qui est très significative. Il y a quelque temps, je me gare à Bruxelles. Je prends soin d'aller mettre mon ticket pour payer, le stationnement payant. La machine ne fonctionne pas. Je vais à la machine en face, je prends un ticket, je le mets.
1 heure après, je reviens à ma voiture, il y a 2 types qui sont en train de me coller une amende en me disant ah bah oui, je dis j'ai un ticket. Oui, mais non, ce trottoir-là, c'est forêt. Ici, vous êtes sur Saint-Gilles. Il fallait prendre un ticket à la machine en bas. Je dis mais elle ne fonctionne pas. Donc j'avais... Vous voyez, tout est comme ça à Bruxelles. C'est totalement absurde, quoi. Et alors forcément, comment voulez-vous gérer des problèmes un peu plus lourds que ça dans ces conditions-là? C'est un symptôme, quoi. C'est pas très très grave, je pense, mais... Julie Frey. Peut-être que je serai en désaccord avec la fin de ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est quand même un problème assez sérieux. Et que c'est un problème qui mérite du coup une réaction sérieuse, une enquête sérieuse et des réactions sérieuses et pas des réactions à la va-vite et pas des amalgames et pas certains propos racistes qu'on a pu voir aussi sur les réseaux sociaux. Et donc j'espère en tout cas que ce type d'événement va permettre une sorte de réveil collectif par rapport à des enjeux qui nous concernent tous. Moi, je suis bruxelloise, je suis une grande amoureuse de ma ville. C'est vrai qu'il y a énormément d'aberrations dans cette ville, mais il y a aussi certaines de ces aberrations qui font partie de son charme. Mais ici, je pense... Pas le stationnement. Oui, mais on n'est pas obligé d'avoir une voiture non plus. Hein. Voilà, moi, je n'ai pas de voiture, donc on parlera de ça plus tard avec la mobilité. Oui. Problème. Nicolas Nézy. Moi, je ne voudrais pas qu'on oublie, oui, Bruxelles est une grande ville. Oui, Bruxelles a des rassemblements de personnes et oui, parfois, ça foire, pas par provocation, parce que c'est des symptômes des clivages sociaux dans la ville, on peut le dire, mais dans les séquences qui sont apparues cette semaine, moi j'ai déjà vu plusieurs amalgames. D'abord les casseurs et d'autres personnes qui étaient là juste pour voir ce Snapchatter, ce YouTuber, voilà. Autre amalgame, les 2 événements, c'est tout à fait différent, ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu aussi des amalgames en disant qu'il y avait provocation de la police. Alors les caméras vont prouver, il y a des enquêtes qui sont en cours. On verra. Laissons aussi faire ce travail-là par la justice. C'est déplorable que des choses soient détruites en ville, mais attention aux amalgames. Et oui, Bruxelles n'est pas une ville de province. Parfois, dans les réactions flamandes, on a l'impression qu'ils ont envie que ce soit une ville toute calme, comme ça. Ben non, c'est une ville, une grande ville. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir qui sont ces gens, notamment ceux de du premier événement. De samedi soir. Voilà. J'ai entendu, ils sont venus casser Bruxelles. Est-ce qu'ils venaient d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais ça m'a fait penser à la position de Gilles Kepel avec sa vision un peu paranoïaque de gens qui se seraient fixés pour mission de créer la division, de créer la skise, de créer le chaos. Et j'avais lu pas mal de choses à propos du réveillon à Cologne. Vous vous rappelez que les agressions vis-à-vis plutôt des femmes. Alors tout de suite, on avait pointé les migrants. Et puis finalement, quand on avait examiné les listes des gens qui avaient été appréhendés, c'était pas tellement des migrants. Enfin, il y en avait peut-être 1 ou 2 qui passaient, mais c'était des gens issus de l'immigration dans ce cas-là, mais qui venaient de Belgique, qui venaient de France, qui s'étaient regroupés, qui avaient un but précis. Une espèce de forme douce d'attentat, si vous voulez. Alors, voilà, moi j'ai un peu tendance à regarder ça avec curiosité et de me demander, tiens, qui sont ces gens? Eh bien, on va demander à nos invités politiques si eux ont une idée de ce qu'il y a derrière ces émeutes à répétition, même si le mot émeute est peut-être un peu exagéré dans certains cas. C'est David Clarinval et Emmanuel Debock. Alors, nous avons donc 2 points communs entre ces 2 invités. Ils ont le même âge et ils sont tous les 2 chefs de groupe. Hein, peut-être une autre... Et non, ils n'ont pas la même veste. Pas la même veste. Nous avons David Clarinval, chef de groupe MR à la Chambre. C'est un navetteur, puisqu'il est bourgmestre de Bièvre. Mais je le remercie de venir de temps en temps à Bruxelles, et pas seulement à la Chambre, aussi chez nous. Emmanuel Debock à ses côtés, qui lui est chef de groupe des filles au Parlement bruxellois et qui est conseiller communal à Uccle. Bonjour. Alors, tout d'abord, David Clarinval, vous, quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment c'est un scandale énorme au point que le Premier ministre est obligé de demander une tolérance zéro? Plusieurs choses. Tout d'abord, quand on voit les images, qu'on découvre cela sur les réseaux sociaux ou à la télévision, on est quand même choqué de voir ce genre de choses. On a plutôt l'habitude de voir ces événements ailleurs. Et donc, au cœur de Bruxelles, c'est assez choquant. On ne peut donc que penser aux commerçants qui ont subi des dégradations, aux policiers qui ont été blessés, aux pompiers qui ont été insultés. Et dès lors,
il y a un grand soutien qui doit être apporté à l'égard de toutes ces personnes. Ensuite, il faut aussi se demander comment est-ce possible. Et donc, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas avoir une détection plus rapide des événements, notamment en surveillant peut-être mieux les réseaux sociaux, parce qu'on constate quand même que c'est par là que le départ des émeutes commence. Et donc, il faudrait sans doute qu'il y ait une détection plus rapide des autorités sur les réseaux sociaux pour pouvoir prévenir ce genre de choses. Emmanuel Debock. Mais c'est vrai que c'est assez interpellant quand même en 3 jours, samedi soir d'abord, avec des événements qui sont inqualifiables, qu'il faut pouvoir condamner, mais aussi des policiers qui apparemment, et on n'a pas encore entendu parler de l'enquête et du rapport de l'enquête par rapport aux effectifs qui étaient mobilisés. Alors manifestement, ils étaient en sous-nombre, ils auraient attendu la réserve fédérale, mais voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, Emmanuel Debock, à la fois du côté de la ville et du côté du ministre de l'Intérieur, on dit que était en nombre ce qui avait été demandé. Eh bien, et attend. Voilà. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que pendant plus de 30 minutes, ils ont tenu la bourse et ils ont laissé saccager le centre-ville du côté du Boulevard-Lemonnier? Je rappelle, quand on voit les images qui sont très inquiétantes, on est passé à 2 doigts de catastrophe humaine. Il y a des gens qui vivaient au-dessus des magasins qui ont été dévalisés, il y a eu des violences, il y a eu des cambriolages, et il y a eu des gens qui ont failli mettre le feu à ces immeubles. Donc on voit à un moment donné sur les images un camion de pompiers qui passe et qui ne s'arrête pas et qui est réquisitionné sur autre chose, qui a été caillassé lui-même. C'est inacceptable. Et donc on peut se poser la question de comment se fait-il que les forces de l'ordre mobilisées, et je pose la question, étaient-elles suffisantes et où étaient-elles mobilisées, pourquoi n'ont-elles pas pu contenir ou empêcher ce qui s'est passé? Et pour mercredi, on a le même problème d'anticipation. On a entendu les explications du commissaire qui explique qu'il ne voulait pas faire de la provocation, mais manifestement, les forces de l'ordre n'étaient pas là. J'ai entendu le syndicaliste, M. Gilles, qui explique que l'image donnée de la police qui recule, mais en plus les jeunes qui poursuivent la police. Je ne sais pas si symboliquement on se rend compte de ce que ça veut dire. Il y a eu un abandon de territoire et des émeutiers qui ont tenu la monnaie, la place de la monnaie. Pour les commerçants, c'est catastrophique pour les semaines à venir. Ils se relevaient depuis 1 an et demi des attentats. Moi, je suis super inquiet de voir et qui mettez-vous en cause, Emmanuel Debock? Moi, je demande qu'on fasse la transparence, savoir qui dirigeait quoi, qui a donné l'ordre de quoi, quelles forces de l'ordre ont été mobilisées, et poser aussi la question du sous-effectif chronique. À Bruxelles, et il faut reposer la norme KUL, on a déjà eu ce débat ici, enfin, là, tous les ans, tous les 6 mois, il manque 1000 policiers à Bruxelles sur la norme KUL. Si on regarde comment sont dotés... Philippe Claus parle de 400, lui. Et non, mais Liverpool de 500. À Anvers, il y a 57 policiers... Liège, il y a 57 policiers pour 10 000 habitants. À Anvers, il y en a plus de 42, et on est à 31 policiers pour 10 000 habitants. Donc il manque 1000 policiers sur Bruxelles. Claus a parlé de 200 à 400 sur sa zone. 200 sur sa zone. Oui, sur sa zone, mais 1000 sur Bruxelles. Donc ça aussi, c'est une donnée importante qu'il faut pouvoir objectiver. David Clarinval, est-ce qu'on peut augmenter les moyens des polices bruxelloises pour qu'elles puissent remplir leur cadre? Tout d'abord ici, contrairement à ce que M. Debock vient de dire, il n'a pas été question du fait qu'il y avait une absence de police. C'est plutôt une absence d'anticipation des autorités locales qui n'ont pas prévu les choses et qui n'ont pas pu trouver les moyens à disposition suffisamment au bon moment. La réserve fédérale était disponible, on n'a pas appelé. Donc que ce soit clair, ce n'est pas un problème. Non, bien sûr que non. On l'a appelé tardivement. On a mis du temps. Et donc ça, ce sont les autorités locales qui ont tardé à faire appel à la réserve fédérale. Premier élément. On verra plus clair la semaine prochaine là-dessus. Deuxième élément, je rappelle quand même, à titre d'exemple, qu'avec la 6e réforme de l'État, ce sont plus de 50 millions d'euros qui ont été octroyés à la ville de Bruxelles, par exemple, pour gérer les événements avec haute tension en cas de problème de sécurité. D'après nos informations, c'est plus de 50 millions ont été utilisés à d'autres fins qu'au recrutement de policiers. Donc c'est un peu facile de dire c'est la faute au fédéral qui ne nous donne pas suffisamment de policiers, alors qu'on voit que les autorités locales ont eu des moyens, n'ont pas fait appel le moment adéquat, ou alors elles les ont utilisés à d'autres fins. Donc c'est un peu simple et réducteur de dire c'est la faute au fédéral. J'ai pas dit ça non plus. J'ai demandé qu'on fasse effectivement l'objectivation des responsabilités de part et d'autre. Ce que vous avez dit tous les deux, est-ce que plus de policiers parviendra à ce qu'on ait de nouveau peur de la police comme l'ont dit les syndicats, un des syndicats de la police, et est-ce que, sous question, est-ce qu'il faut avoir peur de la police dans ces cas-là? David Clarinval. Donc il faut d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, de manière préventive, détecter les événements avant qu'ils ne se produisent. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux avec Vargas 92, ici,
il n'appelait pas à la violence, il appelait juste à un rendez-vous qui était donné. Donc la violence n'était pas prévisible, à mon avis, selon... Non, mais le rassemblement non autorisé était prévu. Tous les réseaux sociaux et tous les appels à il n'y a pas que donc il y a les réseaux sociaux, mais on a aussi la possibilité de mettre plus de caméras dans les rues pour pouvoir plus rapidement détecter des gros rassemblements de troupes, de foule. Ça manque, vous trouvez? Je pense qu'il faudrait plus de caméras. J'ai vu des collègues du MR bruxellois qui le réclamaient, et donc manifestement c'est un débat qui devrait avoir lieu ici. En outre, c'est vrai que Vargas ne réclamait pas, n'appelait pas la violence, mais on pouvait, si on était un peu anticipatif, prévoir qu'il y aurait un grand rassemblement de foule. Il était interdit, donc il fallait peut-être, au niveau des autorités locales, mieux prévoir le rassemblement. Sur les caméras, Emmanuel Debock, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je voudrais revenir à la question qui était posée par le chroniqueur. Oui. C'est que je suis d'accord avec les caméras. Je pense qu'effectivement, ça permet aussi l'identification. Je ne suis pas un fou des caméras, mais en même temps, sur un certain nombre de faits, ça a prouvé son efficacité. Mais ça ne va pas résoudre le problème qui nous concerne. Moi, ce qui m'importe et ce qui m'inquiète, c'est le respect des valeurs. On voit des jeunes qui étaient là, soi-disant, de manière tout à fait gentille et sympathique, qui en quelques secondes, pour une grande partie d'entre eux en tout cas, puisque ce n'est pas le fait de 2 ou 3 casseurs, quand même se rebellent, attaquent les forces de l'ordre, pillent des magasins. Il y a un rappel à la règle. Il faut pouvoir rappeler quelle est la règle. On ne fait pas cela. C'est une question d'éducation. Ça impose aussi une remise en question en amont, dans les politiques préventives, dans les politiques sociales que l'on mène, dans les politiques de prévention. Et puis quand on a le rappel à la règle, il faut pouvoir éduquer, et aussi parler de sanctions. Quand il y a à un moment donné un estompement de la norme, il faut pouvoir recadrer et avoir aussi une justice. Et la délinquance, elle se nourrit de la déliquescence de l'État. Ça aussi, il faut pouvoir le dire. Je voudrais quand même vous montrer encore 2 dessins de Frédéric Dubus sur cette thématique-là. Le premier, d'un dessin où 2 personnes se trouvent dans les bureaux de Visit Brussels. Et il ne me reste un city trip sympa à Bruxelles avec échauffourée et émeute. Et les 2 personnes qui viennent avec une matraque, d'ailleurs, enfin, une batte de baseball, disent « Est-ce qu'il y aura des provocations policières ?» Voilà, ça c'est un peu leur question. C'est une manière de ne pas prendre position sur le fait qu'il y en ait eu ou pas. Eh ben, justement, à propos de ces manœuvres policières, il y a un autre dessin qui, lui, est une photo souvenir. C'est un dessin de début de semaine que vous avez fait. Et ça, c'est photo souvenir où on voit un policier avec un émeutier et un autre émeutier qui prend la photo et qui dit « Ne souris pas, c'est pour le MRAX ». Et ça, Frédéric Dubus, mais vous n'êtes pas le seul à avoir pointé. Ça, c'était ce communiqué du MRAX qui demandait de dénoncer les provocations policières. Merveilleux. Enfin, voilà. Et en même temps, d'un côté, on disait il n'y avait pas assez de policiers. Il y en a un qui disait qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait personne, il n'y avait pas assez de policiers. Et puis d'un autre côté, on disait qu'il y avait des provocations policières. Encore une fois, moi, c'est une manière de ne pas prendre trop position, mais c'est vrai que ce communiqué du MRAX était assez surréaliste. Ils l'ont retiré très très vite d'ailleurs. David Clarinval. Premièrement, en effet, le communiqué du MRAX était inacceptable. C'est assez inacceptable d'entendre cela, d'autant plus qu'il faut saluer au contraire le sang-froid et le travail des policiers qui parfois... D'autant qu'il y a eu 0 arrestation, donc je veux dire, on ne peut pas accuser les policiers d'avoir fait du zèle, quoi. Mais d'autant plus que les policiers, et ça rejoint un peu ce que M. Debock disait à l'instant, les policiers parfois ont un peu le sentiment de travailler pour rien du tout, puisque la plupart du temps, quand ils arrêtent certains fauteurs de troubles, quelques heures après, ils sont relâchés et ils viennent parfois même narguer les policiers qui les ont interceptés. Et donc, il y a même une forme de démobilisation dans le chef de certains. Et donc, c'est pour cela que le gouvernement fédéral, le ministre Jan Bon en l'occurrence, a envoyé un plan qui va veiller à ce qu'il y ait un suivi automatique et vraiment efficace et qu'il y ait des sanctions qui soient prises quand il y a des phénomènes de cet ordre-là, car ça démobilise un peu et ça démoralise un peu les troupes. Un petit mot peut-être sur les attaques flamandes de David Clarinval. C'est quand même étonnant, on dit un mot au début, c'est vraiment des attaques très très dures de la NVA, mais pas que de la NVA, des éditorialistes flamands contre Bruxelles. Est-ce que vous soutenez ça en tant que chef de groupe du MR? Est-ce que finalement vous dites, bah oui, c'est vrai, Bruxelles est mal gérée? Aussi. Oui. Est-ce qu'on oublie les émeutes d'Anvers? Situations de Brederode, par exemple, très importantes aussi. Est-ce qu'on oublie les cas d'Anvers? En tout cas, moi, je ne suis pas flamand et je n'ai pas clairement. Je suis wallon de service ici, donc... non, vous êtes surtout le chef du groupe. Mais donc, en l'occurrence, il est clair qu'on voit très bien que l'approche flamande à l'égard de Bruxelles est tout à fait différente de l'approche wallonne à l'égard de Bruxelles. Et donc les commentaires, parfois
inappropriées de certains ne font parfois que renforcer les aspects plutôt de type communautaire. Hein. On est bien d'accord qu'il y a ce jeu-là qui est sous-jacent. Moi, je suis un peu plus interpellé par le fait que médiatiquement, par exemple, en effet, les échauffourées à Anvers ont eu quasiment très peu de retentissement, alors qu'à Bruxelles, directement, ça a pris... Ça, Bruxelles, c'est quand même la capitale. Anvers, on ne peut pas comparer les deux villes. Bruxelles, c'est la capitale de la Flandre. C'est la capitale de la Flandre aussi. Ce sont des grandes villes. Oui, c'est vrai. Bruxelles est la capitale de la Flandre et c'est une bibliothèque flamande qui était, entre autres, mais alors, si chaque fois saccagée mercredi. On peut peut-être passer... Ouais. Moi, je vais peut-être passer pour un traître à la cause francophone, je ne sais pas, mais on peut peut-être aussi écouter... parce que Manuel de Bock vous écoute. Oui, c'est très très bien. Allons-y, on va régler nos comptes plus tard. On habite dans la même commune. Donc. Oui. Mais je ne peux pas caricaturer aussi bien que vous. Mais enfin, c'est pas de la caricature, mais je veux dire, si on peut pas écouter le fait qu'effectivement, peut-être que les Flamands n'ont pas toujours tort sur certains points, on n'avancera pas, quoi. Le fait qu'effectivement, il y ait, je sais pas, 6 zones de police à Bruxelles, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'il faut avoir 19 communes avec 19 petits barons qui décident absolument ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on peut accepter qu'un type tout seul décide un jour de faire un piétonnier le plus grand d'Europe sans concertation avec le gouvernement fédéral on va demander la réponse voilà, c'est des choses... parfois, les Flamands ont raison dans leurs attaques. Ils n'ont pas toujours tort, je veux dire. Enfin... Alors, deux choses. Je voudrais vite revenir sur le dessin, la caricature par rapport au Mrax, parce qu'effectivement, c'était assez scandaleux et je voudrais rendre hommage aux policiers. Et j'ai des membres de ma famille qui sont policiers, qui font ce travail, d'être en première ligne. Et franchement, pour leur famille, c'est pas évident. Et quand on voit les images, on se met facilement à la place et des habitants, et des commerçants, et des policiers. Et ce qui est terrible, c'est que dans le poste du Mrax, on a mis sur le même pied les émeutiers et les victimes. Et ça, c'est à condamner aussi, et on ne peut pas rentrer dans ce type d'amalgame. Et c'est vrai que sur le coup, on peut se poser plein de questions, mais il faut rester la tête froide. Et donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que l'attitude de certains, et pas tout le monde, et je salue la mesure de certains notamment au gouvernement fédéral, parce que tout le monde n'a pas eu cette volonté-là, mais Jan Bonn l'a eu, c'était de dire, eh bien, je vais envoyer le shérif général, si je puis dire, je vais envoyer les troupes, et il faut fusionner. Madame Croès est repartie sur son credo de fusion des 6 communes. Alors, clairement, ce n'est pas la réponse au problème. Le problème, il ne va pas être résolu si on fusionne les 6 zones de police. Croire cela, c'est un faux débat. La première question, c'est de pouvoir faire l'analyse de ce qui s'est passé, mettre les moyens effectifs qui empêcheraient de le réaliser, et alors qu'on nous fasse la démonstration de la fusion à Anvers, on voit que ça n'a pas résolu les problèmes. Et il n'y a pas un seul pouvoir centralisé. En réalité, il y a quand même une décentralisation qui est faite dans les faits. On va parler d'un autre problème qui suscite toujours beaucoup de questions à Bruxelles, c'est la mobilité. Alors, 2 ministres du gouvernement bruxellois militent pour mettre toute la région bruxelloise en zone 30. Ça devrait fluidifier le trafic, disent-ils, et diminuer le nombre de piétons blessés ou tués. Alors, reportage de Martin Collier et Béatrice Boutou. Ce marquage pourrait bientôt se multiplier à Bruxelles. C'est en tout cas la volonté de certains au sein du gouvernement bruxellois. Le but, réduire le nombre d'accidents. L'année passée, rien que sur le territoire bruxellois, nous avons compté plus de 4500 blessés et 11 personnes qui sont décédées suite à des lésions corporelles. C'est un chiffre que je ne peux pas accepter. Et donc oui, effectivement, je propose d'installer une zone 30 pour le territoire bruxellois, avec bien sûr des exceptions qu'il faudra déterminer avec les bourgmestres des communes concernées. Du côté de l'opposition, on se dit favorable, mais à certaines conditions. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais telle qu'elle, ça ne veut rien dire. Je veux dire qu'il faut hiérarchiser les voiries. On ne va pas aller faire une zone 30 au boulevard Général Jacques ou Louis Schmitt ou dans des voiries à large gabarit. Il faut distinguer les voiries transrégionales, transcommunales et les voiries locales. C'est dans les voiries locales que ça a un sens de le faire. Même son de cloche du côté de l'Institut Vias pour la sécurité routière. Aujourd'hui, les zones 30 existent déjà dans la capitale, mais leur efficacité reste limitée. Près de 90% des automobilistes ne les respectent pas et la vitesse s'élève la plupart du temps à 45 km/h au lieu des 30. C'est pourquoi des aménagements sont nécessaires. Ça peut être par exemple un rétrécissement de voirie, ça peut être une chicane. Deuxièmement, il faut rappeler cette zone 30 aux automobilistes qui auraient éventuellement été distraits par des marquages routiers, par une répétition de panneaux, par des aménagements par exemple de type chicane, de type coussin berlinois, donc des rehausseurs par exemple. En plus des aménagements, reste l'intensification des contrôles. À ce propos, la secrétaire d'État annonce plus de moyens pour les policiers.
Alors, Nicolas Nézy, ça suscite toujours beaucoup de questionnements et d'avis. D'ailleurs, d'un point de vue communicationnel et politique, c'est le ballon d'essai typique, parce qu'on nous avait annoncé que cette mesure allait être discutée au gouvernement. Finalement, ça a déjà été un peu remballé dans la semaine. Mais bon, en politique, il faut des idées, on avance. Et cette idée de zone 30, on la connaît déjà dans le centre-ville de Bruxelles. Certains diront qu'en effet, il faudrait déjà atteindre le 30 km/h en temps normal dans une capitale embouteillée. Pourquoi pas? Il y a d'autres exemples, Berlin et Gand, qui ont ce type. Mais ce n'est pas en mettant 10 000 panneaux en plus que ça va régler. Il faudra en effet... des aménagements. Avant les contrôles, c'est de l'aménagement du territoire et de l'aménagement des voiries, parce que pour mettre en sécurité tout le monde, il n'y a pas que les coussins berlinois et les chicanes, il y a aussi les pistes cyclables qui doivent être encore plus sécurisées, des piétons, des trottoirs parfois vraiment revus également. Je crois que Béatrice Coligny avait quelques idées pour les pistes oui, mais alors cyclables. justement, moi je suis automobiliste et là je crie au secours parce que le plan... 30 km/h partout. Et alors la nuit, le nombre de prunes que je me ramasse aux abords des écoles la nuit. On se dit la nuit, il n'y a personne, on peut rouler. Non, et pas les cours du du soir. Oui, voilà. Mais par contre, je suis aussi cycliste et je trouve qu'il y a des choses à faire sur l'aménagement des pistes cyclables, ce qui vraiment fluidifierait le trafic. Parce que fluidifier le trafic en limitant la circulation à 30 km/h, moi je ne comprends pas bien comment ça marche. Par contre... quand vous êtes dans votre voiture, je remets ma casquette d'automobiliste, vous êtes dans votre voiture et tout à coup, il y a un cycliste qui surgit à votre droite. Ce n'est pas vous, mais moi, je sursaute parce qu'on ne s'attend pas à voir des gens. Par contre, aux États-Unis, par exemple, vous avez la piste cyclable à gauche. Ça ne coûterait pas très cher, puisque de toute façon, pas en sens inverse. Donc elle est dans le même sens que la voiture, mais elle vient à gauche. Or, on s'attend à voir arriver, on regarde dans ce rétroviseur-là. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, là, c'est plus une question de sécurité, c'est pour ne pas tuer tous les cyclistes dont je fais partie. En Hollande, le code de la route prévoit qu'il est obligatoire d'ouvrir sa voiture quand on est conducteur et on se gare et on veut sortir de sa voiture, plutôt que de l'ouvrir sans regarder comme ça, de mettre sa jambe et puis à un moment donné éventuellement de se préoccuper d'un cycliste qui arrive, il est obligatoire de se retourner comme ça, d'ouvrir sa voiture avec la main droite, ce qui oblige à regarder ce qui se passe derrière. Je comprends pourquoi il y a si peu de conducteurs aux Pays-Bas, parce que c'est quand même compliqué. Écoutez, c'est pas mal. En plus, c'est très bon de travailler sur la mobilité aussi de la colonne vertébrale. Oui. Alors, Emmanuel Debock, cette zone 30, vous êtes pour, vous? Mais c'est vrai que ça relève plus du ballon d'essai que d'une véritable volonté d'imposer effectivement quelque chose de structurel, en tout cas structurel, sans mesure d'accompagnement. On en a parlé, et il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qui peuvent concourir à avoir une sécurité plus forte en ville pour les piétons et pour les usagers faibles, que sont les cyclistes et tous les autres utilisateurs maintenant de moyens alternatifs. Je veux dire, la trottinette électrique, j'en passe. D'ailleurs, il va falloir brider les trams si on ne peut plus dépasser le 30 km/h, parce qu'on partage aussi les rues, chez Alsenberg ou dans d'autres... Et les vélos électriques. Oui, mais je veux dire, je rappelle quand même que les cyclistes, dans certaines voiries, les pistes cyclables sont sur les rails du tram, donc au milieu. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va résoudre ce conflit de territoire, mais à 30 km/h, les trams, il va falloir les brider. Je ne veux pas mettre tout le monde d'accord en proposant 40 pour continuer à alimenter le débat. Je crois que c'est un bon compromis, si je puis dire. Mais c'est vrai que le fait de mettre cela à l'agenda, ça permet au moins d'en parler, de se rendre compte qu'effectivement, moins vite on roule, plus on sauve de vie. Moi, ça m'a quand même interpellé. Ça a été l'occasion de pouvoir parler de cela et d'être conscient de ce qui se passe. Et enfin, il y a des mesures. Moi, j'en retiens une, par exemple, c'est les fameux panneaux qui peuvent, à certains moments de la journée, aussi indiquer une limitation de vitesse plus faible. Vous avez ça sur les autoroutes. Des panneaux dynamiques. Moi, je crois beaucoup à cela. Et donc, d'avoir des vitesses différenciées en fonction de l'importance des voiries. C'est clair que dans les tunnels, on ne va pas rouler à 30 km/h. Et donc, la nuit, notamment, alors, ce n'est pas une incitation à rouler beaucoup plus vite, mais quand même tenir compte, effectivement, de ces aléas de trafic. Ça serait quand même intéressant et plus dynamique dans la réflexion. David Clareval? Je suis sur la même longueur d'onde. En fait, je suis bourgmestre moi-même dans ma commune et subitement, comme ça, proclamer sans concertation que toutes les rues vont être à 30 à l'heure, ça relève purement de l'effet d'annonce sans concertation. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie. Il convient en effet, me semble-t-il, à Bruxelles, de d'abord régler des problèmes qui sont fondamentaux. Enfin, quand je vois le problème de congestion, moi qui suis navetteur, je vous assure que c'est horrible. Les tunnels qui sont dans une situation difficile, ces problèmes-là me semblent être prioritaires. Et puis ensuite,
pour pouvoir répondre aux questions, en effet, de la mobilité, quand on aura traité ces problèmes-là, des solutions innovantes, avec des panneaux qui en effet, les zones 30 la nuit, ça n'a aucun sens, mais par contre, avoir des aménagements urbains qui sont faits en concertation, en fonction, ça me semble être beaucoup plus intelligent qu'avoir une solution globale un peu imposée sans trop de réflexion. Juste l'idée sur pourquoi abaisser la vitesse pour fluidifier le trafic, c'est juste pour supprimer l'effet accordéon qu'on a dans les trafics parce que dès qu'on voit qu'il y a la chaussée qui est dégagée, on accélère et on est tout de suite confronté au mur de la circulation. Ici, non, on diminue et on est beaucoup plus fluide. Alors, je vous propose de passer à notre rubrique suivante. C'est la rubrique tête d'affiche. C'est une pause visuelle. À chacun d'entre vous, je vais vous proposer 4 visages qui ont fait l'actualité de la semaine. Vous en choisissez un des 4 et vous dites ce que vous voulez sur cette personne, en bien ou en mal. On va commencer par vous, David Larinval. La première personne, c'est Ousni, le jeune homme qui a filmé les émeutes en direct samedi soir. Puis Romelu Lukaku, meilleur buteur des Diables Rouges, il a battu Paul Van Imst maintenant. Mark Rutte, le Premier ministre hollandais qui critique la Belgique. Ou Karimi Bourki, le nouveau président du CSA qui a dirigé la communication du Parti Socialiste. Alors, qui choisissez-vous? Ousni, Romelu, Mark ou Karim? Il y a des choses à dire sur l'ensemble. Oui, mais il faut choisir. Comme ça, on se mouille pas. Non, je vais quand même prendre Karim, le quatrième, parce que Karim et Bourki. Voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qui m'irritent. Donc nous avons ici quelqu'un qui a été un apparatchik du Parti Socialiste pendant des années et qui se retrouve à la tête du CSA, qui est un organe qui est censé être indépendant, neutre et veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans la presse. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est la preuve par 4 que le PS dit quelque chose mais fait complètement l'inverse. Donc j'étais vraiment scandalisé quand j'ai vu ça cette semaine. Le MR est représenté aussi au CSA. Hein. Oui, mais bon, ici c'est quand même différent. Hein. Pour moi, c'est pas scandaleux qu'il ait été socialiste. Ce qui est scandaleux, le cas échéant, c'est qu'il n'y ait pas eu de concurrence plus forte, si je puis dire, et qu'il n'y ait pas eu de véritable mise en concurrence permettant à tout un chacun de pouvoir effectivement... Président. Oui, alors, vous avez Emmanuel Debock, vous avez 4 autres visages. Il y a d'abord le Snapchatter Vargas 92, qui a rassemblé des centaines de fans prépubères à la Monnaie. David Goffin, le tennisman qui bat les meilleurs au Masters, enfin parfois. Le professeur Jalali de la VUB, menacé de mort en Iran. Ou encore Jean-Claude Van Damme, nommé non pas aux Oscars, mais dans les Paradise Papers. Alors, qui choisissez-vous? David Goffin, le professeur Jalali, Van Damme ou... ah non, j'en oublie un. J'ai oublié, évidemment, Vargas 92. Écoutez, on va parler de Jean-Claude Van Damme à mon avis un peu plus tard, donc on pourrait en parler. Mais je vais choisir le professeur Jalali, puisque donc hier, vendredi, nous avons voté une résolution afin de pouvoir attirer les autorités, et je crois que vous l'avez fait également au fédéral, et je crois que c'est important de dire que dans notre monde, beaucoup de gens, et des professeurs, et pas que des professeurs, risquent encore leur vie pour leurs idées. C'est malheureusement encore finalement une paix précaire, une démocratie précaire que nous vivons, et puissions-nous en être préservés longtemps. Et c'est à nous, finalement, dans notre pays, à user tous les moyens, en ce compris diplomatiques, pour forcer nos autorités, nos ministres, à faire pression, et qu'on ne fasse pas que du commerce avec certains pays, mais qu'on puisse aussi, en Turquie, ailleurs dans le monde, pouvoir user de notre influence pour amener la démocratie petit à petit dans ces pays. Et la liberté de parole, c'est très bien important. Alors, rendre obligatoire le bio et le circuit court dans les cantines scolaires et permettre en option un repas végétarien, c'est l'idée des écolos. Christos Zoulkeridis est venu lundi la présenter, écoutez-le. Quand on regarde toutes les analyses sur l'état de la pauvreté et des enfants qui sont dans des familles pauvres, 1 sur 4, il y a une campagne pour le moment qui en parle régulièrement dans les médias, si l'école peut offrir au moins un repas équilibré par jour de manière abordable dans ces cantines, ça veut dire au moins que ces enfants auront la possibilité d'avoir ce type de repas équilibré dans leur journée. Je pense que c'est un enjeu qui en vaut vraiment la peine, c'est un enjeu politique, et même s'il y avait un surcoût, et moi je dis que globalement ce sera des économies, il faut l'assumer politiquement. Julie Frère, alors cette idée de mettre le bio dans les écoles, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense qu'en tout cas, cette proposition a le mérite de créer, de susciter le débat et de mettre sur la table l'importance d'une bonne alimentation aussi dans les écoles. Je pense qu'il faut quand même rappeler que manger sain, c'est d'abord suivre
cette fameuse pyramide alimentaire, hein, manger varié. Alors c'est vrai que par rapport au bio, c'est devenu de plus en plus à la mode, de plus en plus de gens se tournent vers le bio. Ça reste aujourd'hui principalement un choix philosophique, celui de privilégier un certain système qui est plus respectueux des cycles naturels. Il n'y a encore aujourd'hui aucune étude scientifique qui permet d'affirmer que le bio est forcément meilleur pour la santé. Ceci étant dit, c'est certain que le bio offre des garanties au niveau de la sécurité alimentaire, en ce sens qu'il y a moins de pesticides chimiques qui sont autorisés, moins d'additifs qui sont autorisés, et qu'il y a un double contrôle. D'abord le contrôle par l'AFSCA, ensuite le contrôle par les organismes de certification. Donc je pense qu'en tout cas, l'idée aussi de proposer un repas végétarien est une idée intéressante, parce qu'on sait l'impact environnemental très très important de la viande rouge notamment. Donc en tout cas que cette alternative soit possible, je pense que c'est une bonne chose. De là à rendre tout ça obligatoire, je ne sais pas, je ne suis pas parti politique, donc c'est pas à moi de prendre la décision. Alors, très rapidement, Béatrice Coligny. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais quand même, il y a un paquet d'études qui mettent en lien l'utilisation de produits chimiques et des cancers. Il y en a quand même des centaines, voire des milliers d'études. L'utilisation de produits chimiques est également réglementée dans les produits classiques. Hein. Il y a quand même des seuils qui sont fixés. On va pas faire moi, c'est une décision politique qui me plaît, parce que... Il n'y a pas encore de décision. Hein. Non, pardon, ce serait une décision politique qui me plairait, parce que outre le bénéfice pour les enfants, c'est aussi une démarche, on va dire, volontariste de soutien au bio. Et plus on va acheter du bio, moins sera cher le bio, moins il y aura de pollution. Et je trouve qu'il faudrait aller au-delà. Il faudrait réduire la TVA sur les produits sains, les poissons, les légumes, les fruits, et augmenter la TVA sur la junk food et le fast-food, etc. Ça sert à ça, le politique. On va faire de la politique, à mon avis, Béatrice Coligny. Alors, vous, Nicolas Nézy, vous voulez dire sur la question de rendre obligatoire, ce qui est intéressant, en effet, et je crois que Christos Doulkeridis le disait dans l'interview, c'est que quand il y a des initiatives incitatives qui sont proposées comme ça pour acheter en circuit court et tout ça, c'est toujours les mêmes écoles que ça concerne, parce que là aussi il y a une volonté, il y a ce choix philosophique, politique et tout ça. L'obligé, évidemment, c'est l'égalité des chances, comme on dit. David Clarinval, qu'est-ce que vous pensez vous... Peut-être pas, on verra. David Clarinval d'abord. Plusieurs choses. Tout d'abord, en ce qui nous concerne, nous sommes en faveur du bio, mais je voudrais quand même attirer, pour les raisons de santé et d'environnement, pour faire bref, ça a été dit, mais je voudrais quand même attirer l'attention sur deux éléments. Le premier, c'est que c'est quand même un produit qui est actuellement plus cher, et le second, c'est que quand on connaît bien la production agricole aujourd'hui en Belgique et en Europe, on sait que le bio ne représente encore, lors d'aujourd'hui, par exemple, que 5% des fruits et légumes produits en Belgique sont bio. Ça veut dire que 95% ne le sont pas. Par contre, la viande rouge, on est presque à 50% de la viande rouge produite en Belgique est bio. En moyenne, on peut dire qu'il y a 10 à 15% de produits bio produits chez nous. Et donc, si le fait de rendre obligatoire la consommation de bio engendre le fait qu'on doit aller acheter du bio à l'étranger, au détriment des circuits courts, des producteurs locaux, pour nous, ça nous pose un problème. Donc, première chose, l'obligation, c'est quand même un élément sur lequel on a quelques soucis. Par contre, que l'on soit incitatif, tout à fait d'accord. Deuxième élément, par rapport à l'aspect végétarien, moi je suis un libéral, donc tout le monde est libre de manger ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, mais je n'aime pas par contre le bashing qu'il y a autour de la viande rouge aujourd'hui, pour des raisons bonnes ou mauvaises. On a encore vu la polémique avec le blanc-bleu belge récemment, donc moi je trouve que là il faut quand même être équilibré, et la viande rouge a certes des problèmes quand elle est consommée de manière excessive, mais quand on consomme de la viande rouge de manière tout à fait rationnelle, il n'y a pas de problème. Et donc, ne tombons pas dans un excès, il faut en cette matière être équilibré. Alors, Emmanuel Debock, vous, quel est votre avis ? Eh bien, c'est une très bonne proposition, mais on ne l'a pas attendu pour la faire dans un certain nombre de communes déjà. Et donc, il faut le dire. Par exemple, je sais que dans ma commune à Uccle, Joël Maison, qui était cheville de l'enseignement, a, pour l'ensemble des écoles communales, dans le cahier des charges, introduit l'obligation de passer par des circuits courts, par l'offre aussi de produits de saison, et effectivement d'introduire des produits bio, notamment pour les fruits et légumes. Alors, on peut y aller progressivement, de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que la proposition, elle met le focus sur l'égalité des enfants. C'est de se dire, c'est pas normal que dans certaines écoles, ils aient cela parce qu'on n'a pas oublié, parce qu'on l'a fait dans le cahier des charges. Oui, mais il faut être volontaire. On peut changer au niveau local. Clairement, à Uccle, on le fait. Mais parce que vous avez une volonté politique, peut-être pas dans une autre commune. Alors, je ne sais pas ce qui se passe à Molenbeek, pour être tout à fait honnête, mais on devrait faire peut-être l'analyse. Et c'est d'ailleurs
l'occasion de peut-être aussi mettre les échevins d'enseignement ensemble, pour passer leur marché ensemble. Vous aurez à ce moment-là des prix au niveau du cahier des charges qui seront largement plus bas parce qu'ils privilégient effectivement les circuits courts, mais à grande échelle, pour permettre à ce moment-là que tous les enfants puissent avoir le même type de nourriture. J'ajoute, et je l'ai vécu dans ma commune, il n'y a pas que les enfants. Les homes, personne n'en parle, mais vous avez des homes communaux, et ils sont nombreux. Vous avez des milliers de personnes qui sont hébergées dans des homes publics. Et pourquoi ne pas coupler ces marchés avec les mêmes exigences? Parce qu'ils sont vieux, ils vont bientôt mourir, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. C'était ça votre avis, Frédéric Dubuis? Voilà. Ah ben, très bien. Non, mais je veux dire d'abord qu'on leur fasse des choses mangeables, parce que moi j'ai eu des enfants aussi qui disent, voilà, quelque chose de bon déjà, que ça ne doit pas forcément bio. Voilà. Mais si en plus... Mais oui, mais peut-être pas que ça, mais des bonnes frites. Mais justement, à propos de frites, vous allez si vous terminer... mettez juste du bio, Attendez, mais qu'à côté vous autorisez des distributeurs de coca et de chips. Voilà. Alors qu'on commence par interdire ce genre de choses. Dans la proposition, il y a cet aspect-là des choses. À propos des frites, je vous ai signalé qu'à partir de ce lundi, BX1 avec Viva Bruxelles lance son concours annuel du fritomètre, c'est-à-dire c'est important de le souligner. Les téléspectateurs votent pour le meilleur frite-côte de Bruxelles. Voilà, donc c'est toujours faire intéressant. des émeutes, ça. Oui. Alors, on va passer à un autre sujet, moins gai, mais enfin un sujet d'actualité qui est à propos des agressions, des harcèlements. La résistance s'organise, notamment avec cette initiative contre les mecs un peu lourds, ce qu'on appelle les relous. Reportage de Martin Collier et Fred Dehaenaut. Non, c'est pas ce que tu crois. Tu sais, mettre les autres mal à l'aise, c'est pas cool. Quand on te dit non, bah c'est non en fait. Ce SMS pour lutter contre le harcèlement en rue et dans les transports en commun. Le concept existe déjà aux États-Unis et en France. Cette start-up bruxelloise le lance aujourd'hui en Belgique. Si une fille se sent mal à l'aise quand quelqu'un lui demande son numéro de téléphone, elle peut simplement donner le 0460 20 93 99 au lieu de son vrai numéro. Si la personne envoie un message à ce numéro, on attend un délai pour être sûr qu'ils ne soient plus ensemble. Et la personne recevra un SMS qui lui explique un peu ce que c'est le consentement et ce qu'il faut faire dans pareille situation. Une application qui découle d'un constat. En Belgique, une femme sur deux s'est déjà fait harceler dans les transports en commun. Des chiffres confirmés par les principales intéressées. C'est venir chuchoter à l'oreille, vous êtes belle ou bien ce genre de choses, ou vous êtes très sexy ou vous êtes jolie. Pas dans la rue forcément, mais oui quand je sors plutôt et ouais, je nomme pas toujours mon numéro. Donc. Moi personnellement quand ça m'est arrivé, je me suis sentie tellement mal que j'ai pas su réagir et donc j'étais avec une copine, on est parti. Alors, cette application peut-elle être une solution? Peut-être pas vraiment une solution, mais c'est mieux que faire rien. Ça peut aider, je sais pas si beaucoup de filles vont oser le faire. Je sais pas spécialement non plus si les garçons vont envoyer un message après. Je préfère que le mec n'insiste pas trop et que ça puisse juste se terminer par un non et pas avoir la nécessité d'utiliser ça. Du côté des garçons aussi, les avis sont plutôt favorables. C'est une bonne chose, oui, je pense que le fait de parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui se font aborder en rue et c'est pas toujours sympa pour les filles. J'espère que ça peut aider. Aujourd'hui, près de 40% des femmes déclarent être harcelées de manière régulière dans les transports en commun. Alors Béatrice Coligny, vous connaissez bien ces problématiques, vous les suivez avec Touche pas à ma pote. Hein. Oui, le chiffre 1 sur 2, c'est pas ça. En fait, 98%, il y a eu 2 études qui ont sorti ce chiffre de 98% des femmes qui ont été en Belgique embêtées dans la rue. 1 sur 2, c'est les attouchements, mains aux fesses, etc. Cette initiative, moi, je la trouve super. On a fait ça avec Touche pas à ma pote en plus petit il y a 2 ans avec la voix de Patrick Ridremont au bout du fil. Nous, on a envoyé un répondeur. Il y a aussi des Françaises qui ont fait ça il y a 15 jours et qui se sont fait troller et qui se retrouvent avec en français, donc, troller. Ça veut dire tout le monde, il y a eu des appels comme ça en masse à ce numéro, oui. Et du coup ça a foutu en l'air le serveur. Ça a foutu le serveur en l'air, pardon, ça. Oui. Voilà. Et par ailleurs, étant donné que chaque appel leur coûtait, je crois, 10 centimes, elles se sont retrouvées avec une grosse note à payer à l'opérateur. Je suis contente que ça ne nous soit pas arrivé à nous. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on parle de cette problématique, si pas tous les jours, au moins toutes les semaines chez vous, que je sois là ou pas, c'est vrai. et qu'on dirait qu'il y a une espèce de fenêtre de la colère
l'air qui s'est ouverte et que maintenant l'air, il y a de l'espace pour la voix des femmes et que vous aussi, vous ouvrez votre lucarne à cette problématique et on n'est plus dans un féminisme à l'ancienne ou même nouveau à la Beyoncé, voilà. Mais par contre, ça prend des allures de mouvement de masse cette histoire. C'est un côté un peu 70s comme ça, une rage. Je pense qu'on va voir des excès aussi, mais je crois qu'il faut qu'on l'accepte parce que les femmes aussi, les filles ont le droit de passer par quelque chose d'outrageant, d'outrageux. Il y a des mecs importants qui perdent leur boulot, c'est jamais arrivé. Je trouve ça très intéressant. Des mecs importants qui perdent leur boulot, Fred. Ça vous fait peur? J'ai fait mon examen de conscience face à tout ça, vous savez. Oui. Et franchement, je suppose que tous les hommes ici ont réfléchi un petit peu. Est-ce que j'ai pas un jour fait une connerie? Est-ce que j'ai pas un jour... Voilà, ça m'est arrivé. J'espère heureusement que... Enfin, je pense que c'était rien de grave. Moi, j'ai peur juste d'une chose. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord. J'ai peur juste d'une chose, c'est que ça devienne un peu trop, trop pointu et qu'on doive un jour, en tant que mec, envoyer un recommandé avec accusé de réception 3 jours avant pour dire dans 3 jours, peut-être que je vais te dire que tu es jolie. Enfin, vous voyez, il y aura toujours des gros lourdeaux. Et j'ai fait un dessin. Voilà, pour vous résumer un petit peu ce que je pense, d'une femme qui s'apprête à balancer aussi son porc, MeToo, machin, et puis elle réfléchit, et puis elle se rend compte qu'elle n'a jamais été harcelée. Voilà. Et elle est un petit peu désespérée. C'est une caricature. Ça fait partie des 2%. Oui, voilà. Non, mais voilà, il ne faut pas mélanger harcèlement, drague lourde. J'ai l'impression qu'il y a un gros amalgame. C'est difficile de mélanger en disant ça. Non, mais je sais Parce pas. que je pense que les femmes qui dénoncent ce genre de choses ne parlent pas de drague, elles parlent de harcèlement, elles parlent de comportement inapproprié. Non, mais ça existe. Oui, non, tout à fait d'accord. Mais quand on répond, il va falloir envoyer un recommandé. Non, attendez. Mais l'homme doit être capable de faire la différence. Je vois que la température monte dans le studio. Donc, je vous propose d'écouter tous la Brabançonne. C'était le 15 novembre, la fête du roi. Ça se passe à la Chambre. Vous pouvez vous asseoir, Frédéric Dubus. Et alors, donc, c'est intéressant parce que pendant cette Brabançonne, David Clarinval, vous y étiez. Je ne sais pas si vous y étiez, parce que c'était Chambre et Sénat ensemble. Et il y a un chien qui est arrivé. Et ce chien, c'est le chien de Carla de Jong, qui est la présidente de la VGC, la commission néerlandophone bruxelloise. Et ce chien un peu milsouk, on va dire ça comme ça. Finalement, on l'a extrait. Voilà. Très bien, il est content. Alors, on revient à notre sujet sur le harcèlement. Emmanuel Debock, et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des choses à changer dans les ordonnances régionales, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses à... Je crois que la première chose à faire, c'est le respect, et ça s'apprend à l'école. Et ça s'apprend dans les familles. Si ça ne s'apprend pas dans les familles et pas à l'école, alors on a un gros problème. Parce que je crois que c'est en amont que ça s'apprend. Et c'est vrai qu'on a tous entendu des proches, une sœur, une petite amie, nous raconter des mauvaises expériences vécues quand elle rentrait ou vous rentriez chez vous, d'être sifflé par des ouvriers ou par des passants. Oui, ça se passe malheureusement. Et c'est vrai que si il y a peut-être eu trop longtemps une espèce d'omerta et se rendre compte, pouvoir en parler, libérer la parole, permet peut-être effectivement de prendre conscience qu'il y a des comportements qui sont totalement inadéquats et il faut effectivement pas confondre la séduction de comportements qui sont des comportements d'harcèlement. Emmanuel Debock, au-delà de la prise de conscience au niveau législatif, rien de spécial chez vous à la région bruxelloise? Si, ça doit être punissable et donc ça doit être poursuivi. Et donc, alors vous avez 2 manières de le faire. Le numéro est un bel exemple qui permet effectivement à un moment donné de recadrer, mais il faut aussi que quand ça se passe de manière plus forte et vous avez maintenant des sanctions professionnelles qui tombent très vite et des poursuites en justice, moi je crois sincèrement que des gens qui ont accumulé ce type de harcèlement, ce n'est pas seulement une erreur de jeunesse qu'on peut éventuellement, le cas échéant, pardonner et entamer une médiation avec la personne qu'on a offensée, le cas échéant, mais vraiment avoir une implication de la société aussi pour protéger les personnes les plus faibles. Au niveau fédéral, David Clarinval, est-ce que là, il faut aller plus loin dans l'aspect légistique des choses? Donc la loi de Joël Milquet, qui a été votée en 2014, si je ne m'abuse, est assez inefficace. Puisque, d'après les statistiques dont je dispose, il y aurait eu à peine une petite dizaine de plaintes qui ont été finalement... Tout ça parce qu'il y a des exigences de preuves qui sont beaucoup trop importantes. Donc, manifestement, il va falloir assouplir cette législation pour rencontrer le phénomène qui
qui est fortement signalé aujourd'hui. On peut en effet le souligner, ça c'est déjà une bonne chose, parce qu'on en parle alors qu'avant c'était assez caché. Et donc il faut que cette législation soit plus souple pour que les éléments de preuve à apporter ne soient pas aussi compliqués. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet très délicat parce qu'il est difficile. Le harcèlement est condamnable, évidemment, et tout le monde le condamne avec fermeté, mais il y a parfois aussi des phénomènes culturels qui sont très complexes, et dès lors, l'expérience qui est menée ici par les SMS qui permettent à certains tout simplement peut-être de se rendre compte qu'ils sont des lourdeaux, c'est, me semble-t-il, une bonne piste pour trier les personnes qui sont indélicates de celles qui sont de vrais harceleurs et qui sont dangereux pour la société. Il y a des gens qu'on peut récupérer, c'est ça que vous voulez dire. Disons qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, me semble-t-il. Oui, il faut le poids de la preuve pour condamner et sanctionner le harcèlement et les agressions. Ça, il faut le garder. Mais juste une réflexion aussi par rapport à ce qu'on disait, quelle est la différence entre harcèlement et drague lourde? Elle est justement là. Et c'est exactement, je me suis fait la même réflexion que Frédéric Dubus en examinant ces sujets. On se dit, à un gars, on dira, c'est de la drague lourde, c'est gentil, voilà. On renverse les rôles, évidemment, et les sexes. Et évidemment, on dira, ce sera plus de la drague lourde, de la gentille drague lourde, ce sera une insulte si une femme fait le même je crois que c'est un bon exercice, c'est de se mettre à la place de l'autre, et toujours, dans tous les cas, ça permet d'en savoir plus. Alors, on devait parler d'aspect fraude fiscale, mais là, le temps ne nous permet pas de parler de la fraude fiscale. Mais je veux bien vous laisser, aller à chacun 30 secondes. Emmanuel Debouc, je crois que vous vouliez en parler, parce que vous n'avez pas la chance d'être au Parlement fédéral, donc vous n'avez pas le droit d'interpeller David Clarinval. J'ai lu dans la presse, et je m'en suis vraiment étonné, et je trouve que ça pose la question de l'exemplarité aussi. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cela? Alors évidemment, il y a un certain nombre de lois. Je pense que M. Clarinval fait partie des gens qui ont envie de faire évoluer et qui sont demandeurs. Je crois que dans la jeune génération, il y a un trop-plein. Mais ça pose la question de l'harmonisation de la législation européenne et l'incapacité de l'Europe à résoudre les problèmes des paradis fiscaux en Europe et les places comme le Luxembourg, l'île de Man et autres, ces chasses gardées. Et deux, ça pose la question de l'attitude de l'État quand on entend que la SFPI, donc qui gère les participations finalement de l'État dans un certain nombre d'entreprises, qu'il y en a qui ont été voir du côté, je ne sais plus si c'était des îles Caïmans ou des îles Vierges. Je suis un peu interloqué et donc voilà, je voudrais que le fédéral puisse non seulement dénoncer, mais aussi condamner, punir celles et ceux qui sont passés par ce type de paradis fiscaux. David Clarinval. Premier élément, la SFPI, ce sont des faits qui sont passés dans les années 90 et qui sont donc tout à fait condamnables, que nous condamnons aussi. Et toute la lumière devrait être faite sur ces éléments-là. Il n'y a pas l'ombre d'un doute en ce qui nous concerne. Deuxième chose, la commission Panama, dont nous avons voté hier à 2h30 du matin les recommandations, a mis sur la table 132 recommandations. Alors, l'opposition dit que ce n'est pas assez. Nous, on estime que c'est déjà un bon pas en avant. Et dans ces 132 recommandations, je ne vais pas vous les dire. Mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont positives et qui vont améliorer notamment sur les lanceurs d'alerte. Notamment les lanceurs d'alerte, la prescription. Mais en effet, troisième et dernier élément, il est évident que c'est au niveau international qu'il faut aussi qu'il y ait une harmonisation. La Belgique seule ne pourra pas lutter contre les îles Vierges et autres paradis fiscaux. Et donc, il faut qu'au niveau européen, à tout le moins, et même au niveau mondial, l'ensemble des pays qui veulent aller de l'avant se tiennent la main. Alors on va passer maintenant au coup de cœur. On commence avec celui de Frédéric Dubus et c'est un endroit qui s'appelle The Cartoonist dont vous voulez nous parler. Oui, voilà, c'est un espèce de magasin-galerie créé par Marlouse Leclout, qui est la fille d'un grand caricaturiste Marek. Et qui réunit un peu tous les caricaturistes flamands et francophones. Ça, c'est une grande première. On se parle, on se voit, on boit des coups ensemble et on s'entend très bien. Et elle a lancé ce truc-là. Et il y a une galerie à Bruges aussi. Et c'est un endroit où il faut aller. C'est rue Longue-Vie à Ixelles, près de Matongué. Il y a des livres, du merchandising, des expos. Ouais. Voilà, ça mérite d'être soutenu. Une idée de balade à Ixelles. Voilà. Julie Frère, antibiotiques. Oui, alors je suis un peu plus sérieuse, mais je profite de ce 18 novembre, ce samedi, pour parler de l'antibiorésistance. On a en Europe 25 000 décès par an qui sont dus au fait que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, notamment parce que les humains en consomment trop, mais aussi parce qu'on utilise beaucoup trop d'antibiotiques dans l'élevage. Et vous le voyez sur ce tableau, en fait, la Belgique est 6e dans le classement. Donc, nous utilisons beaucoup plus d'antibiotiques que les animaux. Les animaux,
les autres pays européens. Il y a des initiatives qui ont été prises. En 2012, il y a un organisme qui a été créé pour lutter contre ça. Mais tout était basé sur l'autorégulation. Donc maintenant, le fédéral a pris certaines mesures et on voulait vraiment attirer l'attention des consommateurs sur cette problématique, simplement en disant aussi que en se lavant bien les mains après avoir manié de la viande crue, en cuisant bien la viande crue, en décongelant soit dans le frigo, soit directement dans le micro-ondes si on veut consommer la viande tout de suite, on peut éviter cette antibiorésistance. Donc voilà, c'est moins sexy, mais c'est néanmoins très important. Merci d'en avoir parlé. Nicolas Nézib, un peu plus léger, de la BD avec vous. Oui, léger, c'est quand même une nouvelle de Stefan Zweig ici qui est réinterprétée en BD par David Sala. Alors d'abord, c'est une nouvelle qui, pour nous parler de la persécution des Juifs par le régime allemand, permet par une partie d'échecs en fait sur un paquebot, et puis une initiative graphique de David Sala qui est tout à fait magnifique. Et alors, Béa Ercolini, vous voulez nous parler d'un établissement, une boutique? Oui, on ne se refait pas. Oui. Moi, je voudrais... Alors ça, c'est l'ancienne boutique Chanel de la place Louise, qui est toute petite et comme une espèce de couloir. Et juste à côté, il y a un bâtiment magnifique, un gigantesque hôtel particulier, qui est la future boutique Chanel, qui ouvre le 30 novembre de ce mois. Et si je vous en parle, c'est bling bling, mais c'est sérieux aussi, parce que je pense que quand une marque de ce type fait un investissement de cette hauteur à Bruxelles, c'est qu'elle croit dans cette ville. Et je suis assez contente en tant que fashionista de la chose et en tant que bruxelloise tout court. Et il y a peut-être une zone 30 juste devant pour passer pas trop vite pour bien voir ce qui est en vitrine. Ça va encore faire des émeutes aussi. Et mon coup de cœur, c'est de rappeler d'abord que Frédéric Dubus sort son recueil annuel de dessins à la Renaissance du livre. Ça s'appelle Décumul intégral. Vous voyez, le bandeau rouge est très bien placé. Mais quand on enlève le bandeau... Ah, il faut pas le dire, il faut que les gens achètent parce qu'il est collé en plus, le bandeau. Enfin, il est légèrement collé. C'est comme la jupe de l'Écossais. Voilà, c'est un petit... Tout ça est bio, tout ça est sexuellement... transmissible. Non, pas du tout, justement. J'allais dire... allez, je trouve plus le mot. Sexuellement correct. Voilà, exactement, c'est ça. C'est plein de respect pour tout le monde. Alors, sinon, je voulais mettre en valeur une autre BD. 30 ans plus tard, Griffo, dessinateur, propose la suite de SOS Bonheur. Ce n'est plus Jean Van Damme au scénario, mais bien Desberg, si je ne me trompe pas. Ce sont des histoires courtes d'anticipation autour d'une société qui deviendrait trop puritaine, ultra conservatrice, vraiment l'horreur. C'est paru aux éditions Dupuis, c'est de quoi faire des cauchemars, mais c'est très très bien fait, je vous le recommande. Voilà, peut-être juste en un mot, un conseil à faire à Bièvre, par exemple. Si quelqu'un veut aller passer dimanche à Bièvre... D'abord, c'est... Bièvre, c'est à côté de Bouillon, donc tout le monde connaît, c'est au cœur de l'Ardenne. Vous êtes toujours le bienvenu, il y a des activités. Spécifiquement là, ce week-end, c'est assez tranquille, mais vous pouvez aller visiter la citadelle de Bouillon avec grand plaisir. Il y a des belles balades, de toute façon. Voilà, bien sûr. Emmanuel Debock, vous aussi une balade dans Uccle. Dès la fin de l'émission, filé au Centre culturel d'Uccle, il y a la Foire du Livre, la 15e édition. Et cette année-ci, c'est les éditeurs qui seront mis à l'honneur, mais il y a énormément de panels avec des écrivains et des auteurs. J'y dédicace dimanche après-midi. Voilà, donc demain après-midi. C'est l'occasion de samedi et dimanche. Vous pourrez retrouver. C'est dire si c'est une foire. Vous pourrez retrouver à la fois Frédéric Dubus et Emmanuel Debock dans les couloirs. Merci à tous, en tout cas invités, chroniqueurs. Bon week-end. Lundi, je recevrai dans l'interview Fabien Minguin. On parlera évidemment du Conseil communal de Bruxelles de lundi. Bon week-end à tous.